Le cahier de jeu est l'outil collectif le plus important pour le coach et pour les joueurs. On va voir aujourd'hui ce que doit comporter ton cahier de jeu en fonction du niveau et de la catégorie de ton équipe. Et bien entendu, des erreurs à éviter. Bonjour chers collègues et bienvenue sur la chaîne de Coach Totovic. Cette vidéo est très différente de ce dont tu as l'habitude d'avoir sur cette chaîne. Elle ressemble plus à un podcast pour piquer ta curiosité de coach. Néanmoins, il y aura des fiches qui apparaîtront quand il existe une vidéo sur la chaîne présentant une tactique en détail et liée au thème abordé. Les fiches seront mises à jour pour faire de cette vidéo une bibliothèque pour les coachs. Tu verras également pendant toute la vidéo des indications de catégorie à partir de laquelle cela doit faire partie de ton cahier de jeu selon moi. Commençons notre cahier de jeu par le début de la formation tactique du jeune joueur, le surnombre. Les choix tactiques que tu fais sur le 2 contre 1 doivent être en adéquation ou se retrouver sur le 3 contre 2, qui eux-mêmes suivent une logique en 4 contre 3, puis 5 contre 4. J'ai vu trop de coachs considérer ces approches tactiques comme des disciplines et non comme une phase de jeu. Après le surnombre, ou pendant en fonction des philosophies, arrive la transition. Pareil, la transition doit être un enchaînement naturel qui vient se greffer à la suite de ton surnombre. L'erreur la plus répandue est d'avoir un système de jeu qui porte le nom de transition ou de transi. Souvent cette transition est un héritage tactique d'un autre coach séparé de son jeu de surnombre. Imagine-toi faire une partie d'échecs, d'avoir choisi une ouverture et après quelques coups, tu as besoin de remettre tes pièces à leur place d'origine et de jouer autre chose. Bah non. C'est pas logique. Il faut que ta stratégie corresponde aux premières pièces que tu as jouées. Il existe 3 types de jeux placés. Commençons par les principes de jeu, qui consistent à suivre des règles. Cela ressemble à s'il y a une passe de tel espace à tel espace, alors cela déclenche telle action. Il y a pénétration en dribble dans cet espace en partant de tel endroit, alors cela déclenche telle action. Bien entendu, il doit exister également des règles pour quand l'action n'est pas possible, car la défense a décidé de fermer cette option. J'ai commencé par te présenter le jeu de règles en premier, car il a l'avantage de garder la logique vue depuis le début. C'est-à-dire que la règle du 2 contre 1 doit se retrouver dans l'étape d'après, et ainsi de suite, jusqu'au jeu placé, en passant bien évidemment par le jeu de transition. Cela a quand même le désavantage de prendre du temps d'apprentissage. Mais de mon expérience, cela prend un bon 80% de mon cahier de jeu offensif, et cela suffit pour monter en N3. Une autre forme de jeu placé, ce sont les systèmes. Un système a un début et une fin, où chacun respecte le schéma. Il peut comprendre plusieurs temps forts, permettant d'avoir plusieurs occasions de marquer un panier à différents moments du système. L'avantage des systèmes est la rapidité d'apprentissage. Le désavantage dans la formation est de stéréotyper certains joueurs, les empêchant d'être créatifs. Et l'autre désavantage, c'est qu'une fois que l'adversaire s'est adapté, il faut changer de système. Avoir un système en complément d'un principe de jeu est très intéressant pour plusieurs raisons. La première, gérer l'intensité du match, garder le principe de jeu quand on veut d'abord chercher la contre-attaque et le jeu de transition, et le système quand on veut poser le jeu, ou juste quand la défense est déjà en place après un coup de sifflet par exemple. La deuxième raison est de proposer un autre style de jeu. Imaginons que les choix de coach que j'ai faits sur les règles mettent en avant la prise d'avantage par le dribble. Avoir un système qui complète mettant en avant la prise d'avantage par la passe me permet de m'adapter aux choix défensifs de l'adversaire du week-end. La troisième raison, et la plus importante dans la formation, c'est de développer nos joueurs sur ces 2 cultures de jeu. Et voir laquelle met le plus en valeur quel joueur. Et comme souvent quand il existe 2 choses opposées, il existe aussi l'entre-deux, ou la fusion des deux pour être plus précis. C'est-à-dire des systèmes qui respectent des règles. L'exemple le plus connu, c'est Flex. C'est un système qui a un début, qui suit des schémas, mais qui n'a pas de fin ni de poste fixe. Chaque joueur doit connaître chaque rôle, car plus le système va durer, plus les joueurs vont jouer d'autres rôles. Le désavantage est pour les seniors, car tes joueurs peuvent se retrouver à un moment donné dans un rôle qui ne met pas en valeur leur qualité. Avant de parler des attaques spéciales, parlons de défense. On dit que la meilleure défense c'est l'attaque, mais là on va plutôt dire que la meilleure défense se prépare en attaque. Quels que soient tes choix offensifs, il faut que tes joueurs sachent qui doit
ou peut jouer le rebond offensif, et qui doit assurer le rebond défensif. Le plus basique pour former des joueurs athlétiques, c'est la défense individuelle tout-terrain. J'ai bien dit le plus basique, et non le plus simple. Sachez que pour les joueurs, c'est très dur, surtout quand on appelle ça défense individuelle. Les jeunes joueurs s'imaginent devoir s'occuper d'un seul joueur, alors qu'on leur demande au minimum d'être responsable de leur joueur, du porteur de balle, et bien entendu, du panier qu'on défend. On peut complexifier cette défense tout-terrain en y rajoutant des trappes, avec le run and trap et le run and jump. En fonction des régions et des départements, on peut faire des zones press DU13, car ils ne considèrent pas la zone press comme une zone. D'un point de vue performance, je trouve ça très intéressant. D'un point de vue formation, hormis les 2 premiers rideaux, les autres joueurs n'apprennent pas à défendre. C'est dû à un manque de connaissances offensives des joueurs en face, ce qui est tout à fait logique et normal dans cette catégorie par rapport aux priorités d'apprentissage. Je vous le conseille à partir d'un certain niveau d'opposition. Il existe également le repli demi-terrain, et je parle bien là encore de repli défensif, et non de défense demi-terrain, qu'on abordera après. Le repli demi-terrain est pour moi situationnel. On peut le mettre en place par exemple si notre défense tout-terrain empêche l'équipe adverse de passer la ligne médiane. Pas par charité, mais simplement car on veut que nos joueurs jouent en courant. On a aussi des situations, des seniors amateurs et loisirs, qui est plus lié à un manque de capacité ou d'investissement. Et la dernière situation, revenir vite pour empêcher le surnombre et la transition adverse. Passons maintenant aux défenses demi-terrain. Dans les défenses individuelles demi-terrain, même s'il existe une multitude de détails qui différencient une défense à une autre, on va simplifier en 2 catégories. La défense à niveau, où le joueur se place entre son vis-à-vis et le panier, ce qui a pour but de ralentir le jeu de passe et d'augmenter le jeu de duel, et la défense à hauteur, où le joueur se place entre le ballon et son vis-à-vis, ce qui a pour but de ralentir le jeu de duel et d'augmenter le jeu de passe. Je sais que ça fait bizarre de dire que quand on se met sur la ligne de passe, on ne ralentit pas les passes. Mais en fait, on vient surtout réduire l'espace de duel du porteur de balle, tout en restant sur la ligne de passe, pour quand même défendre notre joueur, à qui on a laissé plus d'espace pour s'exprimer. Les défenses de zone. Sujet sensible dans le basket francophone, mais inévitable. Je trouve que la zone est un outil super pour l'apprentissage de la défense. Il est plus facile pour un joueur de défendre une zone et d'apprendre à se comporter en fonction des différentes situations. Défense sur porteur de balle, défense sur non-porteur côté balle, défense sur non-porteur à l'opposé du ballon, gestion d'un déplacement jusqu'à un changement de zone, et même les aider à reprendre. Donc dans un premier temps, j'ai un super outil qui permet à mes joueurs d'apprendre plus simplement à défendre. Il est donc de ma responsabilité de leur apprendre rapidement à défendre. Maintenant, si j'ai fait le choix de la facilité d'apprentissage, et que mes joueurs savent défendre, et ont les bonnes attitudes en zone, il faut que je m'assure qu'ils apprennent à défendre quand c'est plus dur, donc qu'en plus, ils doivent suivre un joueur. Je sais très bien qu'en défendant en zone, je facilite l'apprentissage défensif de mes joueurs, mais dans le même temps, que j'augmente la difficulté d'attaquer de mes adversaires. Alors il faut l'utiliser tactiquement pendant la formation, en prenant en compte du niveau de mes adversaires. Si cela cache les lacunes défensives individuelles de tes joueurs, et que tes adversaires sont démunis pour attaquer ta zone, alors personne n'apprend rien. Et si personne n'apprend rien du tout le monde perd son temps, à cause du choix du coach qui est de notre responsabilité. Après, c'est déjà arrivé de partir avec 3 heures de route aller, avec seulement 6 joueurs, de prendre des coups de sifflet dans les 5 premières minutes, et de devoir jouer 35 minutes en zone pour essayer de finir le match à 5. Et ça, même si l'équipe d'en face ne sait pas l'attaquer. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas le choix, t'essayes de faire au mieux, et tu t'excuses auprès du coach adverse. Maintenant que tout ça est dit, parlons des zones les plus courantes. Pour les zones paires, la 2-1-2 pour les débutants, souvent utilisée quand il y a peu d'adresses en face, c'est la spécialité du championnat loisir. La 2-3, parce qu'à un certain niveau il y a des shooters à 3 points
en face et il faut couvrir plus d'espace. Puis les zones impaires, la 3-2, avec la même logique que la 2-3, mais qui couvre plus d'espace en haut. Et la 1-3-1, qui contrairement aux autres, incite au dribble. Il existe d'autres zones, mais j'ai l'impression qu'elles disparaissent, car pas assez populaires auprès des coachs et des joueurs, ce qui demande plus de temps de travail pour être performant dessus. On peut retrouver à haut niveau des zones pistons, des match-up, des changements de défense de zone à un div ou un div en zone pendant la même défense. On y retrouve aussi des boîtes carré et 1, losange et 1, double boîte avec triangle et 2. Je vous en parle plus pour la culture, même si t'es pas à l'abri de tomber sur un coach qui est prêt à tout pour gagner un match. Mais bon, de manière générale, c'est plus pour les coachs de centre de formation, les coachs nationaux, les coachs pros, et je ne pense pas les toucher avec mes vidéos. Si je me trompe, n'hésite pas à te faire connaître, on s'est peut-être affronté sans le savoir. La dernière partie de notre cahier de jeu, ce sont les attaques spéciales. L'attaque de différentes défenses spéciales, les zones presse, les zones, et toutes les défenses problématiques de ton championnat, les systèmes sur touche côté et touche fond, et les systèmes de gestion de chrono, les buzzers qu'on appelle aussi game winner, ces fameux derniers systèmes du match pour aller chercher un 2 points ou un 3 points pour gagner le match, sont préparés et travaillés à l'entraînement. Et voilà, tu connais tout ce que doit contenir ton cahier de jeu. Avec de la chance, tu as eu des fiches te montrant en détail un exemple, et si ce n'est pas le cas, dis-moi dans les commentaires celles qui te manquent pour que je les traite dans une prochaine vidéo. Bon match, et à bientôt!